J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière, et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Bonne chance. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des zones clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière puisque c'est la première de l'année. Alors, on va essayer de taper fort puisqu'on va vous parler du Venezuela, mais pas sous un angle éditorialiste, comme va vous le dire Jean-François Carracci, puisque ça ne nous intéresse pas, mais en vous fournissant des petits détails d'informations sur le Venezuela, sur la relation Trump-Maduro et Poutine, sur des évaluations comme ça que nous avons fait, qui ne remontent pas d'hier, puisque je postais il y a 1 an et demi de cela des éléments sur les attaques possibles cyber sur des infrastructures vénézuéliennes en fait par les États-Unis. Voilà, je laisse la parole à Jean-François Carracci au micro des zones clandestines. Écoutons-le. Un podcast sur le Venezuela, c'est pas un podcast pour faire du commentaire d'actualité. Je suis pas éditorialiste de plateau télé où je suis payé à raconter n'importe quoi, juste pour occuper le plateau. Les zones clandestines sont destinées à expliquer des petits détails qui révèlent un tout, à trouver les grains de sable qui enrayent les machines, comme souvent dans l'histoire ça a été le cas. Et là, c'est un exemple extrêmement intéressant. Moi, je suis ni pour ni contre Maduro. Il a été exfiltré par la CIA. Il n'a même pas été exécuté. Ce qui déjà est une première. Parce qu'en général, la CIA exécute. Mais j'aimerais à la fois rendre hommage à la CIA aujourd'hui et à la fois expliquer quelque chose d'extrêmement intéressant. À mes yeux, mais j'espère au vôtre aussi. La CIA, c'est une agence commerciale qui utilise le renseignement pour développer les intérêts économiques dans le monde entier des États-Unis. Je l'ai expliqué dans notre podcast, je l'ai en partie expliqué dans les romans et d'autres romans à suivre avec Bénédicte Carracci-Bocquet, si on en a le temps et l'énergie, parce que on est, comme vous, contraint à notre quotidien, on doit bouffer, donc on travaille, etc., etc. Bon. Donc la CIA, c'est cela, c'est du business à très haut niveau. La CIA sait renverser des gouvernements. La CIA sait tuer des gens, et donc pour les États-Unis. Donc les États-Unis aujourd'hui expliquent au monde entier comment on sait faire au Venezuela, parce que vous voyez qu'on a su le faire, on sait faire ailleurs. Mais est-ce qu'on en a envie ? Est-ce que c'est dans notre intérêt ? N'oublions jamais, et je l'ai déjà expliqué, des historiens, des politistes, des politologues, plus sérieux que moi on dira, en tout cas, qui ne font que ça tous les jours, d'analyser et commenter, ont déjà expliqué que pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont agi que quand ils en ont eu envie, quand ils en ont eu intérêt. Le père Kennedy, qui était le père de John Fitzgerald Kennedy, le père Kennedy, qui était ambassadeur des États-Unis à Londres et qui avait fait fortune sous la prohibition, ne voulait pas, et il avait la puissance financière et politique pour imposer sa volonté, ne voulait pas que les États-Unis rentrent en guerre. Il avait dit à Churchill, tu vas te faire foutre. Et à un moment donné, ça a basculé, parce que les intérêts des États-Unis se sont mis à vouloir tuer Hitler, parce que Hitler a voulu aller aux États-Unis. Sinon, aujourd'hui, l'Allemagne existerait telle que les fascistes l'ont voulu. Les États-Unis ne savent pas gagner de guerre, par contre. Aucune des guerres qu'ils ont menées, armée contre armée, ils les ont gagnées. Il n'y a pas eu. Déjà à l'époque, dans l'histoire, c'est pareil. C'est la France qui a permis aux États-Unis, naissantes, de gagner contre l'Angleterre, contre la couronne de l'époque.
Et ça s'est fait parce que la royauté française de l'époque, entre deux républiques, parce que n'oublions pas que quand il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, hein, à l'époque des 13 colonies anglaises, eh bien, les États-Unis naissant sans la France n'existeraient pas aujourd'hui. On est des vieux amis ou des vieilles sœurs, si on parle de nation, mais aujourd'hui, le président américain et le président français ne sont pas les meilleurs amis du monde, uniquement parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Il y a des affaires actuelles qui sont traitées d'une façon ou d'une autre, dont certaines on a déjà abordées, qui impactent cette relation amicale, filiale, affective, affectueuse, qui peut exister entre ces deux nations. Donc l'idée, c'est ça, c'est que moi, le narratif qu'on m'explique, par exemple, le président de la République française s'est précipité à expliquer que c'était génial que Maduro soit tombé. Je suis pas sûr que la France ait eu besoin de faire, puisque le président de la République française représente la France quand il fait des postes de nature diplomatique. Je suis pas sûr que la France aurait dû choisir ces mots-là. Non pas que Maduro soit un mec génial, mais les Vénézuéliens trouvaient Maduro génial, hein. Étonnamment. On va dire oui, ils étaient sous manipulation, etc. Oula, doucement. Doucement. Il y a eu un problème, c'est le pétrodollar. Le Venezuela ne voulait plus être sous... Enfin, parce que son pétrole, finalement, puis permettre la puissance américaine. Donc la CIA dit, ok, on dégage. La Chine, la Russie, mais aussi l'Inde, qui est une très très grande nation, pas forcément la Russie, parce que la Russie n'a pas les moyens financiers et militaires qu'on fantasme qu'elle a. La France ne peut pas rentrer en guerre contre la Russie parce qu'elle n'a pas l'argent pour ça. Mais par contre, si là en France se trouve un partenaire, un ami, un billard à trois bandes pour faire la guerre à la Russie, peut-être il y aura moyen d'eux. Mais par contre, la Chine, ils ont une armée de 300 millions de personnes. Enfin, on est 300 millions de personnes en Europe. Si la Chine veut que l'Europe devienne chinoise, elle se deviendra chinoise. Par exemple. Donc l'idée de ce podcast, c'est juste d'expliquer ça. Je ne crierai pas au loup, c'est ce que j'ai dit à Aurélien Leroy, journaliste spécialisé en renseignement, qui a une fine analyse. Lui qui a été sa première carrière professionnelle, le début de sa vie professionnelle, Aurélien Leroy, il vous confirmera certainement dans son introduction, sa conclusion après m'avoir écouté, comme vous m'écoutez aussi. Il a été, c'est officiel, hein, je ne révèle pas de secret, mais c'est intéressant pour les ondes clandestines, pour les auditeurs. Il a été stagiaire, jeune stagiaire. Il était plus puceau, mais en tout cas, il était bien jeune. Il a été jeune stagiaire au service presse des intérêts extérieurs de l'Institut français du pétrole. Voilà bien quelqu'un, et le père était ingénieur à l'Institut français du pétrole. Donc voilà quelqu'un qui connaît le pouvoir, par exemple, des 7 sœurs. Ces 7 sœurs sont les 7 grandes compagnies mondiales de pétrole qui font le monde, qui font notre quotidien de consommateurs. Les États-Unis, en effet, le Texas, notamment, ils sont les pionniers du pétrole. Donc c'est des vieux de la vieille. Ils savent comment ça marche, ce monde-là, qui est un monde particulier. D'ailleurs, il y a une série qui est très bien faite actuellement, qui s'appelle Landman, qui est sur l'industrie pétrolière. La saison 2 est sortie, la saison 1 est sortie, la saison 2 est en train de se finir. Il y a notamment Demi Moore dans cette série-là, qui est une série récente, là, qui se fait actuellement, et qui explique que le pétrole décide des choses, parce que le pétrole, qui produit notamment le plastique, mais aussi qui produit ce qui permet à nos voitures d'avancer et à nos usines de fonctionner, eh bien, ce pétrole, c'est le sang de l'économie actuelle. Si ce sang est remplacé par autre chose, eh bien, le pétrole n'existera plus, on n'aura même plus besoin d'exister. Mais en attendant, bien sûr, les industries pétrolières nous imposent leurs intérêts auxquels on contribue largement. Donc l'idée de ce podcast, c'est ça. Qu'est-ce que je constate, moi, Jean-François Carracci, avec la modeste expérience la mienne et la modeste compréhension qu'est la mienne, c'est que, encore une fois, et on le voit en Ukraine, la CIA, les États-Unis ne font pas de guerre, ne savent pas de guerre, savent pas faire de guerre. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Iran, on l'a vu au Vietnam.
Mais par contre, ils savent tuer des gens. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant pour moi, passionné d'anthropologie et de politique, d'affaires d'État. Mais alors pourquoi, finalement, les États-Unis ne font pas que tuer des chefs d'État tout le temps et pas autre chose? Pourquoi on est allé faire la guerre en Irak, en Iran? Pourquoi on est allé faire, générique, hein, la guerre au Vietnam ou je ne sais, ou d'autres? Si ça foire quand on fait la guerre, mais que ça foire pas quand on exécute un chef d'État, comme Louis XIV a été exécuté en France. Eh bien, suivant comment l'État concerné fonctionne, comment la nation fonctionne, vous pouvez pas le faire. Et c'est là où on part dans l'anthropologie et la sociologie. Il y a des États, c'est comme des êtres, des individus. Si vous décapitez le gars, il meurt. Il va pas ressouder sa tête sur la gueule. Eh bien, il y a des États très centralisés où si vous tuez le chef de l'État, ben le régime s'arrête. Mais il y a d'autres systèmes économiques et culturels où si vous tuez un chef d'État, un autre va le remplacer immédiatement, le régime va continuer, et vous allez en plus avoir toute une nation qui se soulève. Par exemple, concrètement, Saddam Hussein, Irak, exécuté, le régime s'arrête temporairement. Par contre, Iran, vous allez tuer l'Ayatollah Khomeini, ça marche pas. Parce que l'Irak et l'Iran ne fonctionnent pas socialement et politiquement, culturellement de la même manière. De la même manière qu'aux États-Unis, là, l'ancien président brésilien a pris 30 ans de prison pour avoir essayé de faire une tentative de coup d'État récemment. Donc d'autres pourraient dire, mais en fait, qui a fait un coup d'État? Qui a vraiment malmené la démocratie d'un côté et essayé de sauver la démocratie de l'autre? Moi, je suis pas pour l'ancien président brésilien, je suis d'ailleurs pour personne. Nous vous proposons des analyses. Moi, je suis que pour ma gueule. C'est pas compliqué, je vous le dis, vous le savez. Je veux régner parce que mes sœurs, en essayant de me faire exécuter, pareil pour François-Joseph Karachi, en essayant de me faire exécuter, en me jetant sur le chemin de la vie comme si j'étais minable. Mais mon ambition, mes compétences, mes connaissances, mes projets se sont définis. En 2017, je voulais pas être roi. Je voulais juste être un Bourbon-Hohenzollern. Aujourd'hui, je suis un Bourbon-Hohenzollern. La preuve du contraire est impossible. Pour les enfants de putain qui se sont autorisés à défendre cette thèse méchante et fantasque que je n'étais pas le fils de Michel, puisque de toute façon, les membres des services secrets roumains, notamment, ont affirmé par écrit que j'étais le fils de Michel. Quand vous avez un flic à Toulon, DRG, qui confirme que je suis fils de Michel, quand vous avez un flic à Calais, DRG, qui vous confirme que je suis le fils de Michel, et qui font des écrits, ils s'engagent personnellement et professionnellement. Ces deux personnes, notamment, Maurice Andréoli d'un côté, Jean-Marc Macron de l'autre, affirment des choses que je leur ai pas demandé. Je les ai pas payés. Ils m'ont rien promis. Je leur ai rien donné. Eh bien, vous allez quand même trouver une spécialiste mondiale du tuning qui va vous expliquer que je suis un enculé. Ok, ma grande. Ton patron, c'est juste un espion israélien qui joue au romancier à succès. Mais c'est tout. Donc la CIA sait tuer des gens, mais ne sait pas tuer des armées. Parce que c'est comme ça. Et il n'y a pas... On se dit, mais pourquoi, comment c'est possible? Et toutes les guerres modernes, électroniques, ou je sais pas quoi, n'y changeront rien. L'Amérique latine est intéressante pour les États-Unis depuis que l'histoire du Mexique est particulière, parce que le Mexique, c'était la moitié des États-Unis d'aujourd'hui, à l'époque. C'était l'Espagne, c'était la couronne d'Espagne, le Mexique. Et puis, l'Espagne a perdu le Mexique, et l'Angleterre a perdu les 13 colonies. Et la France a vendu, a bradé la Louisiane et le Québec à cause de ses dettes, notamment à cause de la guerre. Ce qui est d'ailleurs très intéressant. Toujours pareil, cette histoire de pognon. On ne fait la guerre que quand on a les moyens pour ça, ou quand quelqu'un paye pour nous. Mais quand quelqu'un paye pour nous, c'est cette personne-là qui, au final, remporte tout. Surtout quand on sait que l'argent est une notion extrêmement aléatoire et quasiment fantasque, en fait. Parce que créer de l'argent ou donner de l'importance à de l'argent, c'est une règle sociale qu'on s'est établie entre nous, êtres humains, depuis un certain temps maintenant, mais qui, au final, devant Dieu, je vais faire le mystique,
n'a aucune importance. La France, ça ne paraît-il, à travers de la DGSE notamment, aurait essayé, je mets du conditionnel, de faire un coup d'État au Burkina Faso. Ça aurait pas marché. Mais la DGSE n'est pas la CIA, déjà, il faut bien comprendre. J'ai un profond respect pour la DGSE, pour ses officiers. Je n'ai aucun problème avec le directeur général de la DGSE, Nicolas Lerner, qui est un homme brillant. Simplement, ce qu'on lui demande de faire, et la manière dont on lui demande de le faire, ça ne fonctionne pas. Alors que les services extérieurs français ont su être brillants par le passé et le seront certainement dans le futur. Mais là, les intérêts de la France sont malmenés parce que la France, peut-être elle-même, défend une position et défend d'une manière cette position qui ne fonctionne pas. Ne dit-on pas que quand quelque chose ne fonctionne pas, comme une ambition qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'arrive pas à assouvir, c'est parce que on n'y a pas accès, on n'a pas le droit, ou on ne peut pas. Eh bien, ce qui est vrai pour un individu est vrai pour une nation. Je vous l'ai expliqué par le passé, et je le refais là, l'anthropologie des États, et qui est une chose, moi, qui me passionne. C'est-à-dire qu'un État, un collectif, en fait, une ecclésia, comme on dirait en religion, c'est-à-dire une assemblée de gens qui croient la même chose, qui regardent dans la même direction, mais fonctionne exactement comme un individu. On peut utiliser les logiques, les raisonnements du syndrome de l'imposteur, du syndrome du héros, tous les termes que vous voulez. Un groupe d'individus comme un individu, parce qu'un groupe d'individus dans un égrégore fonctionne exactement de la même manière. Donc, pour résumer, parce que je la fais un peu longue, mais le sujet me passionne, parce que si un jour je règne, je vais devoir, au-delà des paroles, du blabla là que je vous fais, eh bien il me faudra vous prouver que j'ai compris, que je sais faire. Mais déjà, j'ai déjà pu vous prouver quelque chose, certains d'entre vous en douteront parce qu'ils en auront envie, que j'ai déjà su faire et comprendre des choses. Ne serait-ce qu'en réussissant à me faire reconnaître par des maisons royales, par des services de renseignement, par des églises, par des sénateurs, etc. Par l'ordre de Malte, au Grand Conseil, Rome. De façon simple, honnête, j'ai réussi à générer une situation. Après que Margaret, d'un côté, François-Joseph Karachi de l'autre, jouaient leur propre parti, leurs propres intérêts, c'est normal. Mais autant François-Joseph Karachi, qui faisait des fois en écriture avant même que j'existe dans sa vie, a fini par se comporter comme il s'est toujours comporté, parce qu'on fait une chose comme on fait toute chose. Je l'ai jamais obligé à être un enculé. Peut-être l'a toujours été, et le sera-t-il toujours jusqu'à la fin. Et ça, je peux pas le lui pardonner. Il a ri quand je lui ai dit que mon fils était mort. Margaret, c'est autre chose. Margaret, parce que c'est ma mère, au final, je peux comprendre et pardonner les choses. Si elle doit aller en prison, elle ira en prison. Parce qu'il y a une rumeur de régicide la concernant. Quand j'ai écrit à mon père, étonnamment, mon père est mort. Officiellement, en 2017, mort en 2015, d'après des prêtres roumains. Moi, j'ai pas demandé à des prêtres roumains et des agents secrets roumains de m'expliquer, de me révéler que mon père était mort 2 ans avant. D'ailleurs, en BTA de Rambouillet, Béni Karachi, Bouquet et moi avons fourni des éléments écrits qui démontraient cette réalité cachée là. Toujours, on n'est pas dans le fantasme, on n'a pas besoin de lettres. Notre imaginaire, on le défoule dans nos romans, parce que ça nous plaît, on est des auteurs, mais après, dans notre vie, le principe de réalité nous convient parfaitement. On sait ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, et on ne vend pas des conneries aux autres. Mais ce qui est terrible, c'est quand d'autres nous vendent des conneries. Donc les ondes clandestines, c'est juste ça, c'est vous dire, ah tiens là, il y a un son que je comprends, il y a une note de musique que je reconnais, et qui est cette basse fréquente, ce signe faible, qui en fait n'est pas l'exception qui confirme la règle. Quoique si, parce que en inversion accusatoire, en lecture inversée, l'exception qui confirme la règle, c'est le détail qui détonne, qui confirme une situation qui n'est pas ce qu'elle est au départ. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis chaleureusement. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une joyeuse année, pleine prospère et pleine de belles perspectives
Quant à nous, nous vous retrouvons pour un prochain épisode de la sécurité. Merci.